tout cela, à condition d'étendre le nombre de participants. On a une chance à ce moment-là d'éviter les effets pervers de tous ces pseudo-changements, j'allais dire. Alors, ce nouveau paradigme en sciences sociales, hein, ces propagations, en fait, comment s'inscrit-il dans la tradition des sciences sociales et quels sont peut-être les principes méthodologiques innovants qu'il comporte par rapport à d'autres concepts que vous maniez ô combien en matière de sciences sociales? Bien, et j'ai proposé de prendre en compte surtout l'état des méthodes de quantification que l'on avait. Parce qu'on a une époque, depuis 1900, depuis 1890 à peu près, où on a commencé à équiper avec des machines, y compris les machines de Hollerith qui vont devenir IBM, par exemple, pour faire les recensements. Et au même moment, on a un Durkheim qui, lui, fait l'étude de la société en tant que globalité qui influencerait, c'est moins qu'on puisse dire, les comportements des individus. Ce n'est pas forcément une relation de causalité d'ailleurs, mais il se trouve que c'est au même moment. On a une vision, on capte quelque chose comme un tout de la société. C'est peut-être une fiction, mais en attendant, les travaux nous aident bien à approcher tout cela. De la même façon, en 1936, Gallup, quand il prévoit l'élection de Roosevelt, eh bien, il utilise l'échantillonnage qui vient d'être validé par les statisticiens en 1930 et qui, du coup, lui permet de produire un équivalent, non pas de la société, du coup, mais de l'opinion publique. Et on se dit maintenant, ça y est, on a l'opinion publique, qui évidemment on pensait qu'elle existait avant, mais on ne savait pas comment la mesurer. Donc vous voyez, on a ces deux époques-là qui sont très importantes avec des dispositifs différents. Nous vivons la même chose avec le numérique, pas tellement avec le numérique qui a été l'informatisation des organisations, des choses comme cela, mais vraiment avec les plateformes, où là, on met en place des capacités de calcul phénoménales, on met en place ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on a accès, parce qu'on a accès à travers les plateformes, à des traces en quantité, d'énormes détails. La question pour les sciences sociales, vous voyez que dans les premiers cas, on a fait du Durkheim, dans l'autre cas, on a fait soit une analyse politique ou un ensemble de méthodes de marketing, par exemple. Mais là, maintenant, il nous faut être capable de dire comment cette traçabilité assez incroyable, sans parler du fait qu'elle va être étendue aux objets dans très peu d'années, enfin maintenant, quoi, hein, comment les sciences sociales peuvent s'emparer de cela? Comment est-ce qu'on peut avoir une qualité statistique de la traçabilité qui fait qu'on récupère non plus seulement des photographies avec des communautés où on a des effets de structure, mais aussi ceux qui se propagent. Et là, ça veut dire que c'est un changement cognitif et épistémique très important. C'est-à-dire qu'on suit ce qui se propage. Ce qui nous agit, ce sont aussi des éléments qui se propagent. Et ça intéresse évidemment du point de vue des gouvernements, du point de vue du marketing ou dans d'autres domaines, ou les plateformes évidemment, mais les sciences sociales aussi sont intéressées à cela. Ce qu'avait commencé à faire la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour, Michel Calon et John Law, qui était capable de penser l'action des non-humains, comme il disait, c'est-à-dire l'ensemble des objets, y compris des phénomènes naturels, qui sont capables de nous faire agir, parce qu'ils ont leur propre agentivité, leur propre capacité d'agir, et ils nous sont capables de nous faire agir. Ça, c'est une révolution qui a fait beaucoup de bruit dans le landerneau des sciences sociales, j'allais dire. Et puis, en réalité, désormais, nous pouvons le faire, le mettre en scène, le calculer, donc de façon très fine, avec le big data et le machine learning. Et là, on a effectivement une possibilité assez extraordinaire, sans pour autant que ce soit les data scientists qui reprennent toute la main. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que, oui, il nous faut des data science, oui, on a toute cette traçabilité et cette disponibilité du big data, mais il nous faut un vrai point de vue de sciences sociales qui nous permettent d'orienter et de dire ce que l'on demande à toutes ces données. Et alors justement, Dominique Boulier, comment voyez-vous ce couple sciences sociales et l'aspect, entre guillemets, technologique ingénieur? Est-ce que vous avez l'impression actuellement que dans les enseignements qui sont mis en œuvre, on arrive à ce mariage du cerveau gauche, du cerveau droit ou de je ne sais quel cerveau d'ailleurs, mais est-ce qu'on arrive à ce mariage qui permet d'avoir justement le point de vue que vous souhaitez mettre en exergue, ou est-ce qu'on reste dans une espèce de, pas défiance, mais en tout cas de séparation entre le monde technologique et le monde des sciences sociales? Bah écoutez, moi je peux témoigner de mon expérience de toute ma vie professionnelle, je vais dire, parce qu'en réalité, alors que moi je suis parmi ceux qui se sont le plus intéressés à la technique, c'est-à-dire y compris en détail, en fabriquant, en étant dans les processus, nous étions toujours considérés comme la dernière roue de la charrette, c'est-à-dire c'est ceux où la voiture balai, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on développe des produits, et puis on voit après, on fait des tests pour s'assurer que ce soit acceptable.
Le problème, c'est qu'une fois que les produits sont déjà développés, quelquefois, vous vous dites, oh bah, c'est du code, on va pouvoir revenir sans problème, mais quelquefois non, parce que ça a été déjà, il y a eu beaucoup trop de choses qui ont été mises en route en même temps, avec des moules pour des terminaux, avec des choses comme cela, donc c'est terminé. Et à partir de ce moment-là, vous arrivez juste pour corriger à la marge des phénomènes. Il y a eu une évolution, il faut quand même le noter, où on commence à prendre en compte ce qu'on appelle le user experience, on commence à la prendre en compte dans le processus de conception beaucoup plus tôt. Mais en réalité, on le fait d'une façon qui est assez extraordinaire, c'est-à-dire que les Google ou d'autres, les grandes plateformes, sont effectivement capables désormais de faire des tests à la volée avec des millions de personnes, ce qu'on appelle du A/B testing, c'est-à-dire vous testez une solution ou l'autre, et puis voilà, et puis c'est bon. Vous voyez, vous validez cela, et vous adoptez du coup la solution de mettre un bouton de tel type ou de tel autre. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien compris sur le plan cognitif, hein. Mais ce n'est pas le problème. C'est exactement la même chose dans l'ingénierie linguistique, ça a été mon domaine aussi pendant un moment. Effectivement, on se dit, eh bien, il faudrait avoir une vraie théorie du langage avancée pour comprendre les processus. Et comme disait l'un des experts en NLP, en Natural Language Processing, c'est de dire, moi, mes produits, ils s'améliorent à chaque fois que je vire un linguiste. C'est-à-dire, c'est pour dire le paradoxe, c'est-à-dire qu'en réalité, comme ce sont des phénomènes statistiques, des travaux statistiques sur les patterns du langage, la théorie du langage, on s'en moque, vous voyez. Or, je pense que c'est très important. C'est quelque chose sur lequel on va buter à un moment ou à un autre. Et le problème, c'est qu'il faut être capable, du point de vue des sciences sociales, d'accepter de revenir dans la boucle et de dire « Ok, vous avez des compétences statistiques extraordinaires, on va travailler avec vous, mais regardez ce que nous pouvons formaliser et comment nous pouvons vous aider à coupler cela pour une innovation qui soit quelquefois un peu moins naïve, voire même stupide dans certains cas de traitement du langage. » Donc vous voyez, on pourrait combiner Alors justement, les choses. Dominique Boullé, bon, vous êtes enseignant, vous participez donc à la formation aussi des élites, hein. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement les dispositifs d'ingénierie pédagogique prennent en compte cette dimension technologique et sciences sociales? Autrement formulé, est-ce que dans notre monde numérique que nous sommes en train de mettre en place, on se donne les éléments essentiels pour une citoyenneté numérique éclairée? Qu'en est-il? Écoutez, j'ai passé ma vie à essayer de faire ça, que ce soit en enseignant de la technologie à des sciences sociales ou des sciences sociales à des ingénieurs. Vous voyez, j'étais dans les deux environnements, des élèves ingénieurs. Donc, et le problème, c'est que c'est souvent ça reste toujours trop à la marge. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est certaines personnalités, certains types de cursus qui sont orientés dans ce sens-là, alors qu'en réalité, il y a des éléments de base, tout au moins, qui devraient être présents partout. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se fasse à faire du code, contrairement à ce qu'on dit. Moi, je pense par contre l'algorithmie, oui, tout le monde devrait y être. Alors ça, c'est clair. Là, j'ai mis en place, j'étais un peu à l'initiative d'un projet dans le canton de Vaud, en Suisse, d'éducation au numérique, mais depuis les petites classes jusqu'au lycée, au gymnase, comme on dit là-bas, effectivement, eh bien, qui consiste à réintégrer les sciences sociales dans le cursus d'apprentissage du numérique. Et dès les petites classes, dès les maternelles, je vous jure, c'est absolument phénoménal. Et où on apprend l'algorithmie, mais on apprend aussi ce que j'ai proposé, c'est qu'on apprenne aussi les conditions de faisabilité de cette algorithmie. C'est-à-dire que, oui, il y a des variations dans la décomposition. On peut faire du plus court, du plus long, ce qu'on appelle optimiser dans les systèmes informatiques. Eh bien, on peut moins optimiser ou plus optimiser en fonction de contraintes locales, de décisions, de choix, etc. Et ce couplage-là, et on peut le faire dès le départ, avec tout un tas de modules, parce que les pédagogues sont absolument géniaux pour inventer les solutions adaptées à chaque âge, à condition qu'il y ait des principes, à condition qu'il y ait un scénario conceptuel et pédagogique qui soit derrière. C'est ça le problème de souvent quand on dit « il faut que les gens connaissent le numérique », on se dit on va leur mettre des tablettes, et puis après on va leur mettre n'importe quel outil qui sort, etc. Le problème, c'est qu'il faut savoir comment on l'intègre à un véritable protocole d'éducation, et d'éducation, je dis bien, c'est-à-dire c'est pas seulement on bourre de contenu les étudiants, comment on les forme, non seulement sur le plan des contenus, bien entendu, et de l'expérience et des savoir-faire, mais aussi sur le plan éthique, sur le plan de leur responsabilité. Parce que ça, un citoyen, vous évoquez ça, un citoyen, c'est quelqu'un aussi qui a des responsabilités. Et alors donc il faut boucler avec tout ça. Justement, vous trouvez que finalement des initiatives, et sans doute y en a-t-il eu au sein de l'Institut d'études politiques de Paris, avec des écoles d'ingénieurs, vous trouvez que ces initiatives se propagent? Est-ce qu'il y a un phénomène de propagation autour de ces initiatives, ou est-ce qu'au contraire, ça demeure finalement très embryonnaire?
Je crains, moi, surtout l'effet justement, de propagation au sens de l'imitation, Gabriel Tarde. C'est-à-dire que tout le monde se dit il faut y aller, il faut qu'on fasse quelque chose, sans considérer que, oui, la condition essentielle, c'est d'avoir un scénario pédagogique, d'avoir une volonté, une vision en fonction des étudiants que l'on a, des cursus que l'on a, et d'avoir des personnels, d'enseignants notamment, mais qui sont formés à cela. Et donc, en général, on court derrière à toute vitesse et on adopte des choses. Chez nous, ça a été une fois les tableaux blancs, etc. Donc on met des tableaux blancs électroniques partout. Évidemment, comme on ne prend pas le temps de former les gens, eh ben, on a ces tableaux qui ne servent à rien. Donc c'est parce que souvent, ça coûte de l'argent. Hein. Moi, j'ai été sur les MOOC, j'en ai fait des MOOC, par exemple. Hein, mais le problème, c'est que j'ai toujours dit que c'était le degré zéro de la pédagogie, le MOOC. C'est-à-dire, c'est vraiment de la transmission. Or, le MOOC qu'on a fait avec Bruno Latour, par exemple, eh bien, il consistait à essayer dans la plateforme qu'on utilisait d'intégrer des éléments d'apprentissage coopératif, de travaux collectifs, etc. Parce que du point de vue pédagogique, on pense que c'est une des méthodes de prise de connaissance et de formation absolument essentielles. Mais les plateformes, rien du tout là-dessus, elles sont totalement nulles. Donc vous voyez, c'est quand même les plateformes classiques, je veux dire les grandes plateformes. Or, c'est ça qui est effectivement un élément clé, notre vision, nos choix pédagogiques, et on peut faire plier la technique pour ça. Et le problème, c'est que souvent, y compris pour la révision pédagogique, on attend qu'il y ait quelque chose qui nous bouscule, un aiguillon qui nous arrive sous forme technologique, mais plutôt que de réviser le scénario pédagogique, on continue à faire la même chose avec des outils en plus. Bon, c'est pas la bonne synthèse, si vous voulez, c'est pas ça l'enjeu, quoi. Donc là, il y a toujours un véritable défi, effectivement, de mettre au cœur quelles sont nos visions des jeunes actuels pour qu'ils soient des citoyens responsables. Et bien ça, c'est cela qui est la question à chaque fois qui doit être posée. Alors justement, en termes de citoyenneté responsable, l'Europe s'est dotée notamment du DSA et du DMA. On voit bien qu'il y a un lien direct avec les phénomènes de propagation que vous analysez. Quel est votre regard sur cette tentative, plus qu'une tentative désormais, hein, sur cette nouvelle loi européenne qui impose effectivement un certain nombre de critères à la fois sur le contenu et puis d'ouverture des plateformes qui sont mentorées, dirigées, pilotées par les géants de l'Internet. Comment voyez-vous les choses ? Bien, et je pense qu'on est resté un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'on n'a pas, et c'est un souci que je salue, je veux dire, c'est effectivement cette volonté de se dire on ne peut pas laisser faire la toute-puissance des plateformes telle qu'elle est, et nous avons... Parce que là, il y a un acte positif de la part, en tout cas, de l'Union européenne. Voilà, et qui est positif, n'oublions pas, pour le marché aussi, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire c'est au contraire de stabiliser le marché, de créer des conventions pour permettre à la concurrence de s'exercer correctement et de donner une chance un peu à tout le monde, alors que l'écosystème se rétrécit autour des grandes plateformes. Donc, de ce point de vue-là, c'est positif aussi pour le marché. Le problème étant que quand on est face à des puissances aussi importantes, du point de vue financier, du point de vue de l'influence qu'elles exercent dans les vies quotidiennes de tout le monde, et ensuite aussi du point de vue des compétences techniques, puisqu'ils captent toutes les compétences techniques, algorithmiques, de programmation de très haut niveau, notamment en intelligence artificielle. Eh bien, toutes ces firmes-là, il y a une asymétrie assez considérable avec les régulations que l'on peut mettre en place. Parce que, et au bout du compte, ce qu'on trouve dans les règlements qui ont été adoptés, c'est effectivement une obligation de conformité et de déclaration, donc du reporting. Et de déclaration, absolument. Absolument. Et après, on se dit, bah oui, il va falloir attendre pour qu'on puisse faire les contrôles. Et à la condition qu'on puisse faire les contrôles, c'est-à-dire avoir des équipes compétentes pour ça. Thierry Breton a mis en place effectivement une équipe, 150 personnes environ, qui doivent être capables de contrôler et d'aller auditer les algos. Vous voyez, ce qui est, donc quand on est dans le domaine de l'intelligence artificielle avec des couches de neurones en quantité, qui va devenir très très compliqué. Hein. Mais quand même, il y a ce souci-là. Mais cela, est-ce qu'on est à la bonne échelle? Je ne suis pas sûr. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui va faire la preuve de la capacité de régulation. C'est de dire, bah oui, mais quand on fait des déclarations qui doivent être contrôlées, parce que malgré tout, la bonne foi de ces grandes entreprises, et c'est pas seulement dans le numérique, on ne peut pas toujours la prendre pour argent comptant. On est obligé d'aller voir. Et quand on fait cela, eh bien, on a besoin de compétences remarquables pour être capable de contrôler tout cela. Et là, on verra à ce moment-là s'il y a des pouvoirs de sanction, s'il y a une capacité de mettre en œuvre ces sanctions. Il faut noter quand même que dans les 5 dernières années, il y a eu des très grosses sanctions financières qui commencent à être significatives pour les grandes plateformes,
principalement pour des problèmes de concurrence d'ailleurs, parce que ça c'est un point d'entrée assez important de distorsion de concurrence et d'abus de position dominante. Mais il y a plein d'autres critères. La privacy, donc on a effectivement le RGPD qui était déjà là, mais on a beaucoup d'autres critères. Typiquement, ce que je dis moi à propos du ralentissement nécessaire et du contrôle sur les algorithmes qui entraînent la viralité, ça veut donc dire poser la question du modèle publicitaire et de la rémunération complète de tout cet écosystème par la publicité. Ce n'est pas le problème qu'il y ait de la publicité en soi, mais c'est le problème, c'est que ce sont les mêmes qui font la gestion de la régie publicitaire, qui captent les données et qui font la métrique de tout cela et qui les facturent. Attendez, il y a un problème, quoi. Ça ne se fait pas comme ça dans les médias, normalement. Et alors, justement, le lien qui existe entre ce monde de la publicité et la propagation, parce que là, on est typiquement dans l'influence, le voisinage dont vous parliez tout à l'heure. Comment vous voyez là aussi la possibilité, alors je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais de moraliser peut-être certaines pratiques dans ce secteur-là? Je pense qu'il y a la nécessité déjà de diminuer l'empreinte publicitaire, j'allais dire, et le fait que justement on a sans arrêt partout, à tout moment, et n'importe quel événement, etc., il n'y a plus que ce financement-là qui est possible. Comment ça se fait? Je veux dire, à une époque, on pouvait encore financer des choses comme cela. Donc vous voyez, indépendamment des marques. Donc ça, il y a déjà un abus qui, du point de vue des propagations et du point de vue de la compétition pour l'attention, qui est au cœur du problème, qui crée une saturation qui n'est pas bonne pour les marques elles-mêmes, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Donc il est important de se dire, il va falloir quand même décroître en matière de volume publicitaire. Mais il faut aussi veiller à ce que la façon dont cette programmation publicitaire soit mise en place, c'est qu'elle soit la plus transparente possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des méthodes qui font du placement, comme on dit, la publicité programmatique qu'on a sur les réseaux sociaux, où vous ne savez pas exactement, même une marque ne sait plus pourquoi c'est à tel endroit que c'est placé, etc., parce que c'est des algos qui ont calculé des corrélations et qui font de la prédiction sur le public, etc. Tout ça est devenu totalement opaque, et ce n'est pas bon du tout pour personne, sauf pour les plateformes, évidemment. Et donc le problème, c'est que quand on a un modèle des médias qui fonctionnait à une mesure de l'audience, il y avait au moins des comités, des parties prenantes qui s'entendent pour tarifer, pour décider de tout cela. Maintenant, tout ça est opaque avec les réseaux sociaux, c'est des enchères, donc personne ne comprend rien. Et à partir de ce moment-là, vous avez là une trappe à investissement, le plus souvent dont on ne peut pas démontrer l'efficacité. Ça fait des années qu'on le sait. Mais vous voyez un petit peu, ça repose sur du sable. Et ça, c'est quelque chose, on pourrait avoir justement une façon de modérer les investissements publicitaires. Évidemment, ça diminuerait l'ensemble des revenus du système. Alors là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas intérêt à ça. Mais ça serait aussi la condition pour qu'on ait réellement un bon sens, j'allais dire, de la publicité, et qu'on ait une disponibilité de l'attention du public à d'autres choses, quoi. Parce que l'objectif, quand même, malgré ce que disait le lait, c'est effectivement, c'est pas seulement de vendre des produits en tant que tels, et que les contenus ne servent pas seulement à alimenter ça. On doit être capable aussi d'avoir une responsabilité quand on est une marque et quand on est une plateforme vis-à-vis de la façon dont le public s'informe, s'éduque et s'amuse aussi. Mais tout cela, il doit y avoir une vraie responsabilité là-dessus. Un dernier point pour conclure, et en termes d'actualité, évidemment, la guerre en Ukraine provoque ô combien des perturbations sur l'ensemble géopolitique, sur le monde économique. C'est devenu une évidence. Comment voyez-vous finalement dans cette guerre l'analyse avec les lunettes ou à travers ce concept de propagation? Qu'est-ce qui pour vous permet dans la méthodologie que vous mettez en œuvre de mieux comprendre la façon dont par exemple Poutine gère aussi la guerre des images? Alors vous avez raison de considérer qu'il n'y a pas que la guerre sur le terrain, mais il faut quand même noter que c'est le retour massif de la guerre conventionnelle, d'affrontement territorial, strict, etc. Ce qu'on avait cru pouvoir s'en débarrasser. Donc on est quand même de retour à cela, ce qui fait que là, les questions de propagation ne sont pas du même ordre. Je veux dire, vraiment, là, on est dans des problèmes territoriaux, classiques, etc., avec toute l'horreur que ça suppose. Mais pendant ce temps-là, c'est vrai qu'il y a en même temps toute une couche qui, elle, s'est amplifiée, là aussi, par la propagande en temps de guerre a toujours existé, évidemment. Et là, c'est important de voir que ce narratif
de l'histoire, parce que Poutine est obsédé par ce récit historique, cette réécriture constante et cette capacité à faire circuler un certain nombre de petits éléments de langage, comme on dit, c'est au cœur même de leur stratégie. Alors la différence, c'est qu'il n'y a pas que Poutine qui s'exprime là-dessus, c'est qu'il y a toute une armée de hackers de divers types, mais qui sont prêts à diffuser ces éléments de langage et à recycler tout un tas d'images, justement, parce que là, on a quand même quelque chose qui n'existait pas avant, hein, c'est-à-dire que tout est filmé en permanence, en direct, c'est-à-dire quasiment, vous avez des retours et des envois d'images des deux côtés, hein, d'ailleurs, en permanence, et qui peuvent être utilisés et quelquefois totalement décontextualisés, parce que c'est ça le problème, vous ne savez pas d'où ça vient réellement, mais ça circule parce que l'image est tellement forte que, ben oui, voilà, ça circule, et à ce moment-là, ça rentre soit dans la bulle que vous connaissez d'avance et dans laquelle vous appartenez, donc vous dites tout de suite « Ah ben c'est bien la preuve que », ou bien au contraire, vous avez quelque chose que vous dites « Ah, là ça vous bloque l'analyse, si vous voulez », c'est ça où l'effet de choc est puissant, et dans la guerre, en l'occurrence, il y a des moments de choc, des images qui sont absolument terribles. Et c'est pas forcément non plus là où ça vous donne réellement les outils pour comprendre les choses. Donc quand on a des grands reporters qui sont sur place, qui prennent le temps de raconter des histoires de vie, des histoires aussi, des entretiens avec des stratèges, etc., voilà, on reprend un peu de temps long et ça se propage moins vite, évidemment. Sauf que là, précisément, c'est la condition pour qu'une opinion publique soit un peu plus éclairée et qu'on participe à un vrai débat, si ce ne sont que des attaques frontales d'images et de bombardements d'images chocs. Vous voyez, on reste dans la même guerre, justement, alors que là, on a besoin aussi de monter en capacité d'analyse, de compréhension, etc. Donc ce niveau-là, il est désormais complètement intégré à ces guerres conventionnelles elles-mêmes, sans parler du niveau de la cyberguerre elle-même, qui est effectivement un niveau extrêmement présent avec l'ensemble des armements, qui sont tous numérisés, tous guidés, analysés, et qui génèrent des traces en quantité, et qui sont captées, parce que toutes ces traces, elles aussi, elles peuvent être happées par beaucoup d'autres gens, on l'oublie souvent,